Salut à tous et à toutes. En prévision de la saison 4 de Shield Hero qui va sortir cet été, on a décidé de vous faire un résumé complet des saisons précédentes pour reprendre le train en marche. Le résumé de la saison 1 étant déjà sorti, cette vidéo viendra résumer les saisons 2 et 3, donc pensez à aller voir la première vidéo avant de regarder celle-ci. Et avant de commencer cependant, sachez que vous pouvez soutenir notre travail en nous offrant un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Mais si c'est pas possible pour vous, pensez au moins à vous abonner, mettre un like et commenter la vidéo. C'est hyper important pour notre combat éternel contre le robot YouTube. Et sans perdre plus de temps, on commence directement ce résumé avec l'épisode 1. On reprend donc directement après la fin de la saison 1, où Naofumi venait de devenir le lord du territoire de Seiyaet, afin d'utiliser le village de Lurolona comme QG pour ses futures opérations. Notre héros n'est cependant pas libre de se développer tranquillement, puisqu'après seulement quelques semaines, la nouvelle vague est déjà annoncée, prévue pour la semaine suivante. Mais cette limite devient soudain obsolète quand le timer disparaît soudainement alors que des monstres attaquent Naofumi et son groupe. Organisant une réunion d'urgence avec les autres héros et la reine, celle-ci leur explique que manifestement, la tortue spirituelle a ressuscité dans le royaume du même nom. Il s'agit d'un monstre amenant avec lui de terribles catastrophes, apparaissant une fois tous les quelques siècles. Les trois autres héros, entendant que ce n'est pas lié aux vagues, décident que ce n'est pas leur problème et partent donc sans le moindre remords. Seul Naofumi reste et accepte de combattre la tortue. Il part donc immédiatement vers le royaume concerné. À peine arrivé cependant, les combats commencent contre les familles de la tortue et une étrange femme fait son apparition, demandant à Naofumi de la tuer. Avant qu'il n'ait le temps de lui répondre cependant, la jeune femme disparaît sans laisser la moindre trace. Alors qu'une réunion est organisée avec les différents chefs d'État pour discuter de la stratégie pour vaincre la tortue, ils sont interrompus par la concubine du désormais décédé dirigeant du royaume de la tortue spirituelle. Elle se nomme Host Orai, et Naofumi la reconnaît comme étant celle ayant demandé de la tuer. Mais ce n'est pas tout, elle révèle être l'un des familiers de la tortue spirituelle, expliquant que l'objectif de celle-ci est d'empêcher les vagues de se produire, et que c'est pourquoi elle tue des humains, afin de récolter leur âme qui lui servent d'énergie dans ce but. La tortue n'est censée sortir de son seau que en tout dernier recours, et cette fois, il semble que quelqu'un ait bidouillé le seau et créé une situation anormale. C'est pourquoi Host demande à Naofumi de détruire la tortue spirituelle. Une fois le choc des révélations passé, les dirigeants se préparent pour l'assaut, et la tortue finit par faire son apparition. La bataille est dévastatrice, causant de très nombreux morts rien que pour atteindre la tortue géante. Les attaques des alliés ne semblent pas la blesser, forçant Naofumi à employer les grands moyens. Il utilise un sort, casté par des dizaines de mages, pour déséquilibrer la tortue, ce qui lui permet de se rapprocher, et avec l'aide de Host qui augmente la puissance de ses compétences, il arrive enfin à vaincre la bête. Mais à la surprise de tous, celle-ci ne disparaît pas. Cela fait craindre à Naofumi que malgré qu'il lui ait coupé la tête, elle puisse revivre à tout moment, et il décide donc de partir chercher d'autres points faibles sur son dos. Ils y trouvent un village abritant un temple. Sur les murs de celui-ci se trouvent des explications sur l'origine de la tortue. Host semble ainsi retrouver de plus en plus de ses souvenirs, et elle comprend enfin comment vaincre la bête gigantesque. Il leur faudra pour ça se rendre directement à l'intérieur du monstre afin d'y détruire son cœur. S'enfonçant dans une grotte pour atteindre l'intérieur de la tortue, notre groupe tombe alors sur l'arc, Thérèse et Glace. Les héros vassaux ne sont cependant pas là pour se battre cette fois-ci, mais plutôt pour vaincre la tortue spirituelle. Il semble que celui qui a brisé le sceau vient comme eux d'un autre monde, et passe d'un monde à l'autre pour tenter d'obtenir les pouvoirs des bêtes sacrées. Il propose de faire équipe pour cette fois-ci, mais Naofumi refuse de s'allier avec des gens qu'il aura un jour à tuer. Alors que Naofumi et son groupe arrivent au cœur de la tortue, ils tombent sur un homme étrange du nom de Kyo, le héros vassal du livre. Il est manifestement celui qui a brisé le sceau de la tortue, et après avoir provoqué nos héros, il disparaît et les laisse combattre contre le système d'autodéfense de la bête sacrée. Le combat est vite remporté, mais ne suffit pas à tuer le monstre. Cela permet cependant à Host de récupérer tous ses souvenirs et de comprendre le vrai moyen de vaincre la tortue. Il faut que la tête et le cœur soient détruits au même moment, sous peine de quoi, la tortue se régénérera en permanence. Elle ouvre donc un chemin grâce à un sort, dans lequel s'engouffre le groupe au bouclier. Arrivé au noyau du monstre, ils retrouvent le héros au livre, mais ils sont alors confrontés à la triste vérité sur Host. Celle-ci n'est pas un familier de la tortue comme elle le croyait. Elle est directement connectée au noyau, au point où on pourrait dire qu'elle est elle-même la tortue. Et si elle est vaincue, Host disparaîtra aussi. Alors que le combat s'engage à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la tortue maintenant que celle-ci s'est réveillée, Kyo dévoile la source d'énergie qu'il utilise pour alimenter ses attaques. Ce sont les héros à l'épée, la lance et l'arc qui sont comme toujours des gros boulets. À l'extérieur, Fitoria fait son apparition pour s'occuper de couper la tête du monstre pendant que le groupe de Naofumi détruiront le cœur. Mais malgré qu'il soit rejoint par l'arc et son groupe qui viennent l'aider, Naofumi et les autres se font écraser par la puissance de Kyo qui les aplatit sous une énorme gravité. Seul Lishia semble tenir le coup et parvient à distraire Kyo quelques instants. Cela est suffisant pour notre groupe. Host transmet le pouvoir de la tortue au bouclier de Naofumi, lui permettant d'utiliser la plus puissante magie de ce monde, le All Liberation Aura. Libéré de la gravité, le groupe Dark part avec Philo détruire le cœur pendant que Lishia continue à combattre Kyo, apprenant enfin à maîtriser son vrai pouvoir, le Ki.
Alors que le cœur et la tête sont enfin détruits, Kyo ne s'avoue cependant pas vaincu. Le seul moyen de le vaincre est que Naofumi accepte de tuer Host, mais celui-ci n'éprouvant aucune haine envers elle, il est incapable d'activer son bouclier de la rage, le seul assez puissant pour détruire le noyau. Host lui fait alors don du bouclier du cœur de la tortue spirituelle, lui permettant de lancer une attaque extrêmement puissante, exterminant complètement le noyau et poussant Kyo à s'enfuir dans son propre monde, suivi par les autres héros vassaux. Naofumi souhaite faire de même, mais ne peut utiliser le portail, le système interdisant aux 4 héros cardinaux d'envahir un autre monde. Avant de disparaître, Host lui offre cependant le pouvoir de contourner cette restriction, et celui-ci s'élance dans le portail. Quand Naofumi se réveille dans ce nouveau monde, lui et tout son groupe sont retournés au niveau 1. Raphtalia retrouve même sa forme d'enfant, tandis que Philo est quant à elle introuvable. Ils entament une petite séance de farm dans une forêt pas loin, avant d'être sauvés d'un monstre trop puissant par une jeune fille du nom de Kisuna, l'une des 4 héros cardinaux de ce monde, l'héroïne de la chasse. Une fois Naofumi soigné, ils peuvent commencer à discuter, et on apprend ainsi que ce monde n'est pas attaqué par les vagues et que Kizuna est une amie du groupe de glace, qu'elle n'a pas vu depuis des années. Elle a en effet été enfermée ici par le royaume ennemi de Mikakage. Cet endroit est la prison infinie, une prison temporelle d'où il est impossible de sortir. C'est cependant un problème qui est vite réglé puisque Kizuna les emmène au seul endroit d'où il semble possible de s'échapper. Il s'agit d'un espèce de portail ressemblant à un bug du monde. Et en bon gamer, Naofumi décide de l'exploiter, faisant s'effondrer la zone avec une graine de vigne poussant à toute vitesse. Ils se retrouvent ainsi tous ensemble dans une espèce de jardin rappelant étrangement le Japon. Il s'agit cependant bien du monde où avait été invoqué Kizuna à la base. Notre groupe décide de se rendre à la capitale du royaume le plus proche, celui de Mikakage, afin d'utiliser leur sablier du dragon ancien et se téléporter au royaume de Kizuna. Mais les héros sont en fait en train de se jeter dans la gueule du loup, le tout étant un piège de Kyo et son camarade Kazuki, et alors qu'ils se téléportent, Kyo annule la téléportation de Raphtalia uniquement, souhaitant se servir d'elle pour ses expériences de laboratoire. Ayant été séparé de Raphtalia, Naofumi souhaite immédiatement retourner la chercher, mais Kyo ayant rompu la connexion entre les sabliers, la téléportation est impossible. Après que Kizuna ait été accueilli par ses compatriotes, notre groupe tombe sur Ethnobalt, héros maniant l'arme vassale du navire. Il est une espèce d'homme lapin descendant de monstres de ce monde. Il les aide à créer un Shikagami de Raphtalia permettant de la localiser, celle-ci se trouvant manifestement au royaume de Raibul, un pays allié de Mikakage. Grâce à son bateau légendaire, Ethnobalt envoie le groupe là-bas instantanément. Mais au lieu de Raphtalia, c'est Philo que Naofumi retrouve, celle-ci étant enfermée et utilisée comme animal de cirque. De son côté, Raphtalia est enfermée avec Thérèse, Glace et Lark. Ceux-ci promettent de l'aider pour la remercier d'avoir sauvé Kizuna. Grâce à sa magie d'illusion, elle parvient à s'échapper avec eux et ils partent farmer un peu ensemble pour reprendre leur niveau perdu. Ils sont cependant interrompus par un événement important, la sélection du nouveau héros vassal, le héros au katana. La sélection se passe comme dans l'histoire du roi Arthur, mais contre toute attente, c'est Raphtalia qui est sélectionnée comme héroïne au katana, faisant disparaître son sceau d'esclave par la même occasion. Mais cela ne se passe pas sans accroche, et Kazuki, qui espérait lui-même devenir le héros au katana, décide de la poursuivre. Raphtalia a beau ne pas encore maîtriser son arme, elle le vainc extrêmement facilement, mais est soudain attaquée par de puissantes bêtes à son service. Alors qu'elle s'apprête à s'effondrer à bout de force, c'est Naofumi qui fait son entrée pour la sauver. Pour punir Kazuki de sa faiblesse, Kyo arrive et l'achève sans le moindre remords. Une des femmes à son service, Yomogi, promet d'aller tuer ses ennemis pendant que Kyo est occupé avec ses expériences. De leur côté, Kisuna étant enfin réunie avec les héros vassaux, elle apprend qu'il avait attaqué le monde de Naofumi et les engueule. Cette conversation nous permet aussi d'apprendre que Lark est le roi de Sikul. Alors que notre groupe se dirige vers le forgeron afin de faire améliorer leur équipement, ils sont attaqués par Yomogi, la camarade de Kyo. Celle-ci ne semble cependant pas être très maligne, puisque ce n'est qu'après avoir fait son entrée qu'elle se rend compte qu'ils ne sont pas moins de 7 héros vassaux et cardinaux, et qu'elle n'a aucune chance. Elle utilise une étrange épée créée par Kyo, aidant à proposer une performance honorable face à tant d'ennemis. Mais l'arme est évidemment dangereuse, et alors qu'elle finit par s'en prendre à Yomogi elle-même, celle-ci est sauvée par nos héros qui détruisent l'épée. Malgré que Kyo est évidemment tenté de la faire mourir avec eux dans cette attaque suicide, Yomogi persiste à dire qu'il est un homme bien, et qu'il est juste prêt à faire des sacrifices pour atteindre son objectif, arrêter les vagues. Mais en apprenant à quel point il commet des actions maléfiques dans d'autres mondes, elle comprend que quelque chose ne va pas, et décide de les aider dans le but de le ramener à la raison. Le lendemain, alors que tout se passe bien, le timer de la vague disparaît soudainement. Kyo a apparemment fait quelque chose pour déclencher la vague plus tôt que prévu. Cette vague semble plus spéciale, Kyo la nommant la vague dimensionnelle. Yomogi doit se rendre à l'évidence, Kyo ne voulait pas arrêter les vagues, mais bien en créer une lui-même. Alors que la vague fait rage, tous nos héros présents s'associent pour la contrer et partent à l'attaque du laboratoire de Kyo. Là-bas, ils y trouvent le miroir vassal, une des armes vassales de ce monde, qui est actuellement utilisée par Kazuki, qui a été transformé en zombie par le fameux héros au livre. Il semble que le miroir soit utilisé pour sceller le pouvoir de la tortue que Kyo avait volée. Alors que Raphtalia, Philo et les autres s'occupent de s'en débarrasser, Naofumi se retrouve avec Lishia à affronter Kyo.
Celui-ci racontant ses plans de torturer Raphtalia et Philo, Naofumi perd son sang-froid et utilise son bouclier de la rage, réveillant l'esprit du dragon qui dormait en lui. Alors qu'il s'apprête à brûler le monde entier, il est cependant sauvé par l'esprit de Host, Raphtalia et Philo. Cela opère une étrange transformation sur son bouclier qui devient désormais le bouclier de la tortue. Ce n'est pas suffisant cependant, et alors qu'il s'apprête à perdre, l'esprit de Host continue à intervenir, opérant une fusion du bouclier et du miroir vassal, ce qui permettra d'enfin éliminer Kyo et de récupérer le livre vassal. Leur mission étant terminée, le groupe de Naofumi ne peuvent que faire leurs adieux à Kizuna et les autres avant d'être renvoyés dans leur monde. Ceci venant mettre fin à la saison 2, on enchaîne directement avec la saison 3. Désormais revenus dans leur monde, après avoir vaincu la tortue, Naofumi apprend que celle-ci n'était que la première des 4 bêtes sacrées. S'inspirant du célèbre mythe chinois, après la tortue noire, il reste encore le phénix vermillon, le tigre blanc et le dragon azur. Et justement après la disparition de la tortue, la prochaine bête sacrée, le phénix, aurait dû faire son apparition pour empêcher les vagues de détruire le monde. Mais il semble que le fait d'avoir récupéré l'énergie volée par Kyo a permis de créer une barrière repoussant de 3 mois et demi l'arrivée de l'oiseau de feu. Naofumi doit donc se préparer pendant ces 3 mois, d'autant plus que l'attaque qu'il a utilisée lors du raid anti-tortue lui a causé un lourd debuff de stats pour lui et ses coéquipiers. En plus de ça, après qu'ils aient vaincu une vague pendant que Naofumi était dans l'autre monde, les héros à la lance, à l'épée et à l'arc ont soudain disparu, et les héros vassaux sont quant à eux aussi introuvables. Le seul autre héros disponible est celui au sceptre, qui se révèle être l'ancien roi de Melromark, désormais nommé Déchet. De son côté, Naofumi cherche à racheter les esclaves du village de Lurolona, mais ils semblent tous avoir été envoyés pour être vendus dans des royaumes voisins, notamment à Zeltobl. Naofumi s'y rend donc, mais acheter la liberté à tant d'esclaves coûte cher. Pour résoudre ce problème, le marchand d'esclaves lui parle alors du Colisée, une arène secrète où sont organisés des combats clandestins rapportant beaucoup d'argent. Naofumi étant confiant dans sa capacité à gagner, il décide donc d'y participer. Arrivant sans problème jusqu'en finale, le groupe de Naofumi y est confronté à Nadia, une jeune femme avec qui il avait interagi quelques jours plus tôt. Leur combat s'avère très serré, poussant Nadia à révéler sa véritable forme, celle d'une demi-humain orc. C'est alors que Raphtalia la reconnaît comme étant Sadina, une de ses amies d'enfance. Sadina, comprenant enfin pourquoi Naofumi souhaite racheter les esclaves de Lurolona, elle joue la comédie et se laisse vaincre. Mais les sponsors ne sont pas très contents du résultat qui leur ferait perdre beaucoup d'argent et ordonnent un changement de règles. Cette fois, le groupe de Naofumi et Sadina devront affronter ensemble un dangereux ennemi, le clown meurtrier. Le combat est étonnamment très serré. Sadina et Naofumi lancent un puissant sort de buff sur Raphtalia qui semble ainsi vaincre l'ennemi, mais le clown s'en tire au final intact. Celle-ci explique cependant avoir assez combattu aujourd'hui et rappelle à Naofumi que s'il ne devient pas plus fort, il se fera exterminer par des héros d'autres mondes. Ayant désormais pas mal d'argent, Naofumi cherche à les libérer des esclaves et tombe sur 2 frères et sœurs demi-tigres. Foll est un puissant combattant malgré son âge, se battant au Colisée pour payer des soins à sa petite sœur Atla gravement malade. Naofumi les rachète évidemment, soignant au passage la jeune Atla avant de les ramener au village de Lurolona, accompagné de Sadina. Alors qu'ils vont au château réinitialiser les niveaux de Sadina et Foll pour leur faire profiter des buffs d'être dans le groupe du héros, nos protagonistes tombent sur l'ancien roi et héros au sceptre, qui est choqué de voir Foll et Atla, semblant les reconnaître. La reine explique que par le passé, le roi avait été un héros fort et respecté. Sa sœur avait cependant été kidnappée par le royaume de Sivelt, et fou de rage, il s'y était rendu et avait vaincu le roi. C'est cependant tout ce qu'on apprendra aujourd'hui, puisque le sujet du jour est le fait que le héros à la lance a été retrouvé. Ayant besoin de toute l'aide possible pour affronter le phénix qui devrait faire son apparition sous peu, Naofumi est chargé de convaincre Motoyasu de les aider. Partis à sa recherche, ils mettent peu de temps à le retrouver, mais celui-ci a beaucoup perdu de sa superbe depuis leur dernière rencontre, ressemblant désormais à un clochard rejeté par tous ses anciens compagnons qui l'ont abandonné. Motoyasu ne laisse cependant même pas le temps à Naofumi d'ouvrir la bouche puisqu'il s'enfuit dès qu'il le voit. Notre groupe se rend donc à la taverne du coin et tombe par hasard sur Ren, le héros à l'épée. Celui-ci est aussi dans un sale état, ayant vu tous ses camarades mourir et tentant de se persuader que c'est de leur propre faute et non pas à cause de sa propre faiblesse. Alors qu'il accepte d'aider Naofumi pour vaincre le phénix, Pute fait son entrée et raconte alors un tas de mensonges plus débiles les uns que les autres, que ce cassos de Ren semble croire évidemment. Il en vient même à attaquer Naofumi pour la défendre et face à la différence de niveau évidente, il utilise le sort de téléportation pour s'enfuir. Motoyasu, ayant vu son ancienne camarade partir avec Ren, il est au bord du gouffre, mais un concert d'idoles de Philo lui redonne foi en l'humanité, et il essaye désormais de poursuivre Philo pour la prendre comme femme, forçant Naofumi et les autres à s'enfuir pour qu'il les laisse tranquilles. Attaqué par 2 étranges et puissants magiciens, le groupe de Naofumi est sauvé par la clown meurtrière qu'ils avaient affrontée au Colisée. Les ennemis la reconnaissent comme étant une héros vassale d'un monde ayant déjà été détruit. Revenu au village, notre nouvelle camarade se présente enfin sous le nom de Sign, et explique que les magiciens de Pluto travaillent avec les héros ayant détruit son monde.
Ne souhaitant plus voir d'autres héros mourir, elle avait ainsi décidé d'intervenir pour sauver Naofumi. Décidant de la laisser rester au village pour l'instant, ils emmènent le lendemain plusieurs compagnons avec lui pour chasser des criminels s'étant échappés de prison. Mais alors qu'ils se séparent pour les chercher, Naofumi tombe sur Ren et Motoyasu en train de s'affronter. On a alors un petit flashback du point de vue de Ren. Après sa confrontation avec Naofumi et s'être enfui avec Pute, il avait rapidement été abandonné par cette dernière, qui lui a fait comme avec Naofumi au tout début de l'histoire, volant tout son stuff et envoyant même des puissants PNJ à sa poursuite pour tenter de le tuer. Alors qu'il était en fuite, rejeté par toute la population, refusant d'aider un héros qui les avait abandonnés lorsqu'ils avaient besoin de lui, son désespoir l'avait poussé à débloquer la Curse Series. Revenu au présent, Naofumi, qui est vite rejoint par tous les autres, laisse Éclair se charger de Ren. Naofumi découvre cependant en observant le combat que la Curse Series semble être inspirée des 7 péchés capitaux, le sien étant la colère et celui de Ren semblant être l'envie et la gourmandise. Éclair arrivera à aisément vaincre Ren, mais surtout à le sortir de ses idées noires et à le ramener sur le droit chemin. Un beau matin, une nouvelle femme fait son apparition au village, Ratoti Antreya, abrégée en Rat. Elle est une alchimiste de talent, spécialiste du dressage de monstres. Elle est envoyée à l'Urolona par la reine pour aider à la construction du village de Naofumi. Elle tombe à pic, puisque celui-ci reçoit au même moment un œuf de dragon de la part du Pi de Sylvelt. Après que Naofumi en ait pris soin personnellement, l'œuf finit par éclore et un Ouïr en sort. Il s'agit d'une des espèces de dragons les plus loyales, et il le renomme Gaelion. Mais après quelques jours, le nouveau-né avale par erreur le noyau du dragon zombie que Naofumi avait vaincu dans la première saison, ainsi qu'un fragment du noyau de l'empereur dragon qui lui avait été offert par Kisuna dans la saison 2. Cela opère un changement immédiat sur Gaelion qui monte soudain en taille et niveau, lui faisant aussi perdre tout contrôle. Après que Gaelion se soit enfui, Philo se met à tomber malade, ses points d'XP semblant être drainés perpétuellement par le dragon. Naofumi et les autres se rendent donc aussi où le premier dragon avait été vaincu par Ren plusieurs mois plus tôt. Windia, l'une des demi-humaines les accompagnant, révèle alors être la fille du dragon, ayant été adoptée par le monstre après avoir été abandonnée dans la forêt. Il s'avère que s'il était devenu un dragon zombie plein de colère, c'était afin de la protéger. Mais malgré les suppliques de la jeune fille, le dragon n'est plus qui il était de son vivant et il tente même de l'attaquer, Ren la sauvant de justesse. Le monstre se déclare alors comme étant l'empereur dragon, créé par la fusion entre le noyau du dragon zombie et celui de l'empereur dragon du monde de Kizuna. Ayant avalé Philo, le dragon est boosté par l'effet du bouclier de Naofumi et en prend même le contrôle, mettant à terre tous nos héros. Alors que la situation semble désespérée, Atla presse un point de pression du dragon, arrêtant momentanément ses attaques et permettant à nos héros un certain repos. Windia se rappelle alors que son père adoptif dragon avait une écaille inversée qui était son point faible. Après une nuit de repos, il est temps de reprendre le combat. Cependant, il ne se déroule pas beaucoup mieux que la veille, et c'est encore Atla et son frère qui viennent proposer un combo pour une fois magnifiquement animé pour mettre à terre le dragon, sa rage revenant alimenter le bouclier de Naofumi. Son esprit cependant, celui du père de Windia, ne disparaît pas et restera dans Gaelion, notre petit dragon revenu à sa forme normale. Bien qu'il ait ainsi récupéré ses souvenirs, il demande à Naofumi de ne rien dire à sa fille Windia. Philo ayant besoin de remonter ses niveaux, elle part farmer en duo avec Melty. De son côté, Sain refait son apparition au village après avoir fait de l'argent au Colisée. Elle raconte y avoir croisé Itsuki, le héros à l'arc, et Naofumi part donc au Colisée avec sa petite horde de demi-humains pour le retrouver. Une fois face à lui, il le trouve cependant dans un état étrange, semblant nécessiter une grosse somme d'argent pour sauver des gens. Il explique aussi que Pute lui a raconté toutes les choses que Naofumi a faites. Ren et Naofumi auront beau tout tenter, ils n'arriveront pas à le ramener à la raison. Licia, ancienne membre du groupe de l'archer, demande alors à ce qu'on la laisse l'affronter, persuadée qu'elle pourra le sauver. En tirant quelques ficelles auprès de ses contacts, Naofumi s'arrange donc pour organiser le combat. De son côté, Itsuki est parti retrouver Pute pour lui filer tout l'argent qu'il a gagné au Colisée, et celle-ci lui raconte des bobards à propos de sauver des esclaves avec cet argent. Alors que le combat contre Licia doit commencer, Itsuki attaque plutôt Naofumi dans les gradins. Il l'accuse de tout un tas de crimes stupides et révèle son nouvel arc, l'arc de la justice, qui lui a été offert par Pute. Avec ça, il est capable de laver le cerveau des gens, et ne s'en rend pas compte lui-même. Ainsi, il se retrouve à faire croire aux gens qu'il accuse à tort qu'ils ont vraiment commis des crimes, le laissant ainsi penser que ce que Pute lui dit est vrai. Licia refuse cependant de le laisser faire et décide de l'arrêter pour lui montrer ce qu'est la vraie justice. Itsuki n'étant honnêtement pas très fort, il se fait repousser et se retrouve à activer la Curse Series afin de l'affronter. Mais Licia développe en échange un étrange pouvoir de pureté absolue pour le repousser. Face à sa défaite, Itsuki sombre dans ses insécurités. Un flashback montrant qu'il a toujours eu un complexe d'infériorité depuis le collège. Se souvenant que Pute est la seule qui croit encore en lui, il s'enfuit et part la rejoindre à son auberge. Mais celle-ci a fait comme à son habitude, elle a pris la fuite en volant tout ce qui avait de valeur, le laissant simplement avec des dettes qu'elle a prises en son nom. Itsuki tombe dans les pommes et se réveille avec Licia à ses côtés au village de Naofumi, mais il est désormais traumatisé.
Quelques jours plus tard, le nouveau costume de Miko de Raphtalia est enfin livré, ayant été créé sur mesure à la demande de Naofumi. Alors que celle-ci passe la journée à le porter, Sadina est choquée quand elle rentre du village et la voit ainsi, lui demandant de l'enlever immédiatement. Elle explique que porter ce costume signifie annoncer sa candidature au trône d'un certain pays. Mais c'est déjà trop tard, une explosion vient détruire le bâtiment où se trouve Raphtalia. Elle s'en sort évidemment et un combat éclate contre plusieurs demi-humains, souhaitant l'empêcher de prendre le trône. Étrangement, ceux-ci semblent uniquement résister au pouvoir des héros, pouvant être vaincus sans trop de problèmes par les autres habitants du village. Une fois les ennemis vaincus, Sadina explique qu'ils viennent du royaume de Ktenlo. Elle ajoute que Raphtalia vient à l'origine de là-bas et est même une descendante de l'empereur céleste. La famille de Raphtalia s'était enfuie de là-bas, ne souhaitant pas participer à tous ces jeux de pouvoir, et Sadina, une garde royale, les avait accompagnés pour les protéger jusqu'à ce qu'ils meurent durant la vague. Face à cette agression à sens unique d'un pays étranger, Naofumi décide d'être très ferme. Il ira là-bas pour discuter, et s'ils ne peuvent être raisonnés, il les anéantira. Comme le raid contre le Phénix est proche, il décide de partir seul, accompagné de seulement Windia et son dragon Gaelion, laissant ses autres camarades s'entraîner pour le combat qui les attend. Et avec ça, la saison 3 de Shield Hero touche à sa fin. Vous êtes désormais parfaitement parés pour découvrir la saison 4 qui devrait sortir d'ici quelques jours. On espère que ces 2 vidéos sur Shield Hero vous auront plu puisqu'elles nous auront pris énormément de temps à préparer. Si c'est le cas, pensez à nous le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous. Et ceci étant dit, on vous laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.